Bonjour à tous, dans cette vidéo qui constitue le cours 3 sur les déterminants, on aborde le point numéro 4 du polycopié, calcul de déterminants. En effet, la formule générale donnant le déterminant d'une matrice, puisqu'en fait, vous avez vu que tous les déterminants se ramènent au calcul du déterminant d'une matrice, cette formule générale elle est assez compliquée et fait apparaître notamment une sommation sur l'ensemble des éléments de grand sigma n, l'ensemble des permutations de 1n. Alors, on va essayer d'identifier des situations où le déterminant est facile à calculer, puis ensuite mettre en place des opérations qui nous permettent de se ramener à ces cas simples. Donc, grand 4, calcul de déterminant, et 4.1, déterminant d'une matrice triangulaire. La proposition est la suivante. Le déterminant d'une matrice triangulaire est le produit de ses coefficients diagonaux. Attention, cela n'est vrai que pour les matrices triangulaires. N'écrivez pas ça pour une matrice quelconque. Alors, je fais la preuve en prenant une matrice A appartenant à Tn de K. Je vous rappelle ce qu'est Tn de K dans le cadre de ce cours. C'est l'ensemble des matrices triangulaires supérieures. Alors, ici A est triangulaire supérieur, mais vous pouvez adapter très facilement la preuve si A est triangulaire inférieur. Je vous rappelle ce que ça veut dire. A appartient à Tn de K, si et seulement si, quel que soit le couple IJ appartenant à 1n carré, si I est strictement plus grand que J, alors AIJ égale 0. Si un coefficient de A a un indice des lignes plus grand que son indice des colonnes, il est nul. Alors, pour sigma appartenant à grand sigma n, une des permutations de 1n que j'ai citées tout à l'heure, notons P indice sigma, le produit A sigma 1 fois A sigma de 2 fois A sigma de n. Vous savez que le déterminant de A, c'est la somme de tous ces produits précédés ici de la signature de sigma. Alors, je dis que ce produit est nul dès qu'il existe J appartenant à un n, tel que sigma de J est plus grand que J, car alors A sigma de J est de la forme AIJ, oui, est plus grand que J, et c'est donc égal à 0. Il y a un des facteurs qui est nul, donc P sigma est nul. Ainsi, pour que P sigma soit non nul, il faut que quel que soit J appartenant à un n, sigma de J soit inférieur ou égal à J. Alors, en fait, on va montrer qu'il faut que sigma de J égale J pour tout J appartenant à un n. Faisons par itération, regardez. Sigma de 1 doit être inférieur ou égal à 1. Mais sigma de 1, c'est un élément de 1n, puisque sigma est une permutation de 1n. S'il est plus petit que 1, c'est forcément 1. Donc sigma de 1 égale 1. Alors, je vais poursuivre les itérations de l'autre côté du tableau, mais on verra que sigma de 2 égale 2, puis jusqu'à sigma de n égale n. Alors, je poursuis la preuve, on a sigma de 1 égale 1, mais sigma de 2 égale 2. Mais avec sigma de 1 égale 1, si sigma de 2 est plus petit que 2, c'est soit 1, soit 2. Ça ne peut pas être 1 parce que sigma est une bijection, donc sigma de 2, c'est 2. De même, on a sigma de 3 plus petit que 3 avec sigma de 1 égale 1 et sigma de 2 égale 2. Comme sigma de 3 c'est soit 1, soit 2, soit 3 et que ça peut être ni 1 ni 2, auquel cas sigma ne serait pas une bijection, on a donc sigma de 3 égale 3. Alors, après une itération du raisonnement ou par une petite récurrence, finalement, si le produit P indice sigma n'est pas nul, c'est que quel que soit J appartenant à un n, sigma de J égale J, et ça implique que sigma, c'est l'identité de 1n. Autrement dit, dans la formule du déterminant de A, qui est la somme pour sigma appartenant à grand sigma n de signature de sigma fois P indice sigma, il y a un seul terme, c'est signature de identité multiplié par P indice identité. J'appelle identité l'identité de 1n, j'appelle ça identité, là, hop, et P indice identité, et ça c'est A11, A22, 3 petits points jusqu'à ANN. Ainsi, le déterminant de A, c'est bien le produit de ces termes diagonaux A11, A22 jusqu'à ANN. À retenir,
si on calcule un déterminant comme ça, là, avec des zéros sur le triangle inférieur, on obtient donc A11, A2, 2 jusqu'à ANN, c'est-à-dire au choix le produit, alors soit sur I, soit sur J, peu importe, allez, mettons K égale 1 jusqu'à N des A indice K, virgule K. Alors, un cas particulier, bien sûr, c'est si la matrice est diagonale. Alors, le déterminant d'une matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, ben là aussi, c'est la somme pour k égale 1 jusqu'à n des coefficients diagonaux. Ici, j'ai pas besoin de double indice puisque je les ai appelés alpha k. Et donc, c'est alpha 1 fois alpha 2 fois alpha n. Si vous voyez un déterminant comme ça, là, où il n'y a que des termes sur la diagonale et des zéros partout ailleurs, c'est alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Une remarque, enfin deux remarques plus exactement. D'abord, je vais faire un autre type de preuve du résultat précédent pour vous montrer qu'on peut utiliser la n-linéarité du déterminant pour l'avoir. C'est un titre d'exercice, disons. Et une autre remarque, vous savez qu'une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Donc, dans le cas des matrices triangulaires ou des matrices diagonales, celles-ci sont inversibles si et seulement si le produit des coefficients diagonaux est non nul. C'est-à-dire si et seulement si aucun des coefficients diagonaux n'est nul. Mais je répète, attention, ce critère n'est vrai que pour les matrices triangulaires. Donc, en particulier les matrices diagonales, pas pour les matrices quelconques. Donc, comme je vous le disais, je fais une autre preuve à titre d'exercice, je pense intéressant, du résultat sur les matrices triangulaires. Je donne donc des preuves différentes des deux résultats que nous venons d'obtenir. Bon, elles ne sont pas nécessaires puisque les preuves ont été faites, mais je pense qu'elles peuvent avoir un intérêt pédagogique, notamment si vous pouvez les réutiliser dans certaines situations, dans les exercices. Alors, le résultat sur les matrices diagonales, supposons que A est diagonale, on veut déterminant de la matrice diagonale alpha 1, alpha 2, alpha n, hein, donc la matrice qui n'a que des termes non nuls sur la diagonale, qui sont respectivement alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, c'est le produit des alpha k. Alors pour cela, considérons la base canonique de k exposant n, ou de mn de k. Vous savez que depuis le début de notre travail dans l'algèbre linéaire, on a identifié les deux ensembles. J'appelle ça E1, E2 jusqu'à En, et bêta 0, la famille de ces colonnes. En effet, EI, c'est la colonne, le vecteur colonne, qui a que des zéros, sauf un 1 à la ième ligne des colonnes de n objets. Alors, si A, c'est justement notre matrice diagonale dont les coefficients diagonaux sont alpha 1, alpha 2, alpha n, regardez, la première colonne de A, c'est alpha 1, 1. La deuxième colonne de A, c'est alpha 2, 2. Et la nème, alpha n, En. Alors, vous savez que quand ça, c'est les colonnes, C1, C2, Cn, le déterminant d'une matrice, c'est le déterminant de ces colonnes dans la base canonique des colonnes. Autrement dit, le déterminant dans la base bêta 0 de alpha 1, 1, alpha 2, 2 jusqu'à alpha n, En, mais le déterminant est n linéaire. Donc on peut sortir ici le alpha 1 par linéarité par rapport à la première variable, puis le alpha 2 par linéarité par rapport à la deuxième, et enfin le alpha n par linéarité par rapport à la nème. Il reste derrière déterminant dans la base bêta 0 de E1, E2 jusqu'à En. Mais ça, c'est alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n multiplié par déterminant dans la base bêta 0, justement de bêta 0, puisque E1 jusqu'à En, c'est la base canonique. Et ce déterminant-là vaut 1. On a donc bien déterminant de la matrice diagonale alpha 1, alpha 2, alpha n, c'est alpha 1 fois alpha 2 fois alpha n. Alors, si A est triangulaire maintenant, j'ai choisi une matrice triangulaire supérieure, je reviens en notation AIJ, mais les AIJ sont nuls quand I est plus grand strict que J. Hein. Donc, par exemple, sur la première colonne de A, il n'y a qu'un terme, et en fait, cette première colonne peut s'écrire A11E1. Sur la deuxième colonne de A, il n'y a que deux termes, et donc elle peut s'écrire A12E1 plus A22E2. Il y a trois termes sur la troisième colonne et n termes sur la nème colonne. Quand je dis qu'il y a, il y a certains peuvent être nuls, mais en tout cas, les autres sont tous non nuls. Alors regardez, déjà le A11 peut sortir par linéarité par rapport à la première variable, et on obtient, donc j'ai sorti A11, le déterminant sur la base canonique des vecteurs colonnes de E1,
avec A1, 2, E1, A2, 2, puis ici 3 termes et ici n termes. Vous voyez que par linéarité par rapport à la deuxième variable, on peut couper le déterminant en deux. Alors le premier, je ne l'écris pas, c'est A11, A12, déterminant de E1, E1, ce terme et tous les autres. Mais si ça commence par E1, E1, ça fait 0. Donc le premier déterminant, il est nul. Et le deuxième, c'est A11, A22, déterminant dans la base bêta 0 de E1, E2, et tous les termes qui sont là, hein, à savoir ici, alors je les réécris pas, c'est les termes, hop, ici, peut-être, allez, je vais les écrire quand même, oh, pardon, excusez-moi, j'écris quand même ici la somme pour i égale 1 jusqu'à 3 des AI 3EI, 3 petits points, la somme pour i égale 1 jusqu'à n des AI n en. Bon, je voulais mettre des pointillés, finalement, j'ai tout mis. Voilà, alors vous voyez qu'on peut continuer comme ça. Ici, on peut décomposer le déterminant en 3 déterminants en utilisant la linéarité par rapport à la troisième place. Mais là, il y a E1, E2 et E3 dans cette somme. Et celui avec E1 et celui avec E2, ça va faire 0. Donc il n'y a que le terme en E3 là qui va rester après développement par rapport à la troisième place. J'écris ça de l'autre côté pour conclure. J'ai écrit ici l'étape du calcul de notre déterminant après 2 étapes, A11, A22, déterminant de E1, E2. Là j'ai écrit in extenso le terme en troisième place, A1, E1 plus A2, 3, E2 plus A3, 3, E3. Et puis les autres. Alors vous voyez que quand on va cette fois développer le déterminant en utilisant la linéarité par rapport à la troisième variable, il y aura un déterminant en E1, E2, E1 qui va faire 0 à cause de la double présence de E1. Un déterminant en E1, E1, E2 qui va faire 0, puis un déterminant qui va être A11, A22, A3, 3, déterminant de E1, E2, E3, et finalement, alors là, j'ai plus la place, tout le reste là. Maintenant, après n étapes, déterminant de A, il va venir A11, A22, 3 petits points ANN, multiplié comme un produit bien sûr, déterminant dans la base bêta 0 de E1, E2, E3 jusqu'à En, mais ça c'est bêta 0. Donc on retrouve bien déterminant de A égale A11, A22 jusqu'à ANN. Alors, attention, ça c'est valable pour A appartenant à Tn de K. Bien sûr, pas pour une matrice quelconque, hein, ici, la décomposition qu'on a faite des colonnes n'est valable que pour les matrices triangulaires. Alors, passons au point 2. Vous voyez que maintenant qu'on sait calculer le déterminant d'une matrice triangulaire, et très simplement, on va se demander comment l'effet des opérations élémentaires qui nous permettent d'une matrice quelconque d'aller vers une matrice, triangulaire ou en tout cas échelonnée. Donc, effet sur le déterminant des OE, c'est opérations élémentaires, sur les colonnes ou les lignes d'une matrice. Alors, on va commencer par les colonnes, parce que le déterminant d'une matrice a été défini comme le déterminant de ces colonnes. Alors, si justement je prends une matrice dont les colonnes s'appellent C1, C2 jusqu'à Cn. Imaginons que j'intervertisse la colonne K avec la colonne J. Vous voyez que comme le déterminant est n linéaire alterné, on sait qu'il est antisymétrique. L'inversion de deux éléments provoque la transformation du déterminant en son opposé. Donc ça, c'est le déterminant d'une matrice obtenue en échangeant deux de ces colonnes, c'est moins le déterminant de celle-ci. Si A est envoyé sur B par l'opération élémentaire CJ échangé avec CK, on a déterminant de B égale moins
déterminant de A. Et remarquez d'ailleurs, déterminant de A égale moins déterminant de B. Alors, écrivons ça. Si A est envoyé sur B, on a déterminant de B égale moins déterminant de A. Plus généralement, l'antisymétrie assure que si on calcule le déterminant, alors j'ai pas mis dans la base, hein, ici c'est la base canonique de, alors on peut mettre bêta 0, bon je ne le mets pas, bêta 1 ici c'est, bêta 0 c'est la base canonique des colonnes. Si cette fois on n'échange pas, mais on fait ce qu'on appelle une permutation des colonnes, remarquez qu'un échange c'est une permutation des colonnes, la permutation en question étant une transposition. De façon générale, si on fait une permutation des colonnes, vous savez qu'il va venir ici la signature de sigma fois le déterminant de C1, C2 jusqu'à Cn. Autrement dit, si on obtient une matrice B à partir de A en faisant une permutation sigma des colonnes, le déterminant est multiplié par signature de sigma. J'écris ça et on passe aux autres opérations élémentaires. Bon, étant donné qu'il n'y a pas de notation pour décrire la permutation de toutes les colonnes à partir d'une permutation de leurs indices, j'ai laissé le résultat concernant ce type de permutation sous l'état de la fin du premier tableau. Souvenez-vous-en, hein, et notamment de l'utilisation de la signature de la permutation des indices quand on permute des colonnes. Alors, passons au deuxième point, multiplication d'une colonne par un scalaire. On prend lambda appartenant à K. Si je résume la situation ici sans mettre non plus une référence à la base canonique des colonnes, C1, ici la colonne CJ placée à la place J, hein, mais multipliée par lambda jusqu'à Cn, vous voyez que là c'est particulièrement simple, le déterminant étant linéaire par rapport à la Jn variable, lambda va sortir. Et un seul parce qu'il n'y a qu'un seul lambda. Donc si A est transformé en B par l'opération CJ et remplacé par lambda CJ, qu'est-ce qu'on a? On a déterminant de B égale lambda fois déterminant de A. Remarquez qu'il faut prendre lambda différent de 0 pour avoir ce qu'on appelle une OE, pour une opération élémentaire. Alors, hop, c'est vrai pour lambda égale 0, mais ça donne un déterminant nul. Alors, ajout à une ligne d'un multiple d'une autre ou d'une combinaison linéaire des autres. J'ai écrit la situation suivante. Ici, à la place J, j'ai remplacé CJ par CJ plus lambda CK, sachant que CK, c'est une autre colonne. Je l'ai mise ici, j'aurais pu la mettre avant. Vous voyez qu'on peut décomposer ce déterminant en deux, couper ce déterminant en deux, en utilisant la linéarité par rapport à la jm variable. Il va venir déterminant de C1, ici CJ à la bonne place, CK à la bonne place, et ici Cn, plus lambda fois le déterminant de... Alors, C1, ici vous allez avoir CK placé à la place J, mais un peu plus loin CK placé à la place K, et enfin Cn. Mais ce déterminant là, il est nul, parce que le déterminant étant alterné, et CK présent deux fois, on a bien 0. Or, ça là, c'est le déterminant initial, celui de A, avec CJ et CK aux bonnes places. Autrement dit, si A est transformé en B par l'opération CJ remplacée par CJ plus lambda CK, où K est différent de J, qu'est-ce qu'on a? On a déterminant de B égale déterminant de A. Alors ça, c'est très intéressant, parce que l'opération qui est décrite ici, c'est l'opération la plus utile dans le pivot de Gauss. Autrement dit, une opération type, entre guillemets, pivot de Gauss, là. En tout cas, élimination de certains coefficients en ajoutant à une colonne scalaire fois une autre ne change pas le déterminant. Plus généralement, on peut faire plusieurs de ces types d'opérations en même temps. S'il y a une colonne CJ placée à la place J, hein, j'ajoute une somme pour des lambda K, CK, mais avec K différent de J. Autrement dit, une combinaison linéaire des autres colonnes. Là encore, le déterminant, alors ça va faire la somme des déterminants de lambda K. Alors C1, CJ jusqu'à Cn, et puis
Les autres vont tous être nuls. La somme de tous les autres déterminants, il va y avoir une somme de déterminants tous nuls parce que pour chacun, il y aura une colonne placée à deux endroits. Donc là aussi, c'est déterminant de C1, CJ jusqu'à Cn. C'est-à-dire qu'on retrouve le déterminant initial. On ne change pas un déterminant en ajoutant à une colonne une combinaison linéaire des autres à retenir. Alors, pour mettre ça en place, je vous engage très fortement à faire les exercices 1 et 2 du polycopier, à les regarder en tout cas. On en fera évidemment nous dans la fiche d'exercice, on mettra ça en œuvre. Mais pour vous mettre en train avec ce type d'opération, faites les exercices 1 et 2. On passe au déterminant par bloc tout de suite. Alors, je vous ai parlé à l'instant de déterminant par bloc, on fera ça dans le tableau suivant, mais je vais d'abord faire un petit point sur les opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice. On sait que pour A appartenant à M de K, le déterminant de A, c'est le déterminant de transposé de A. Donc, si vous avez une matrice A, vous prenez sa transposée, vous faites des opérations élémentaires de type vue sur les colonnes, puis vous reprenez la transposée, vous voyez qu'à la fin, vous avez fait des opérations élémentaires sur les lignes. Autrement dit, ce que l'on a vu là sur les colonnes marche aussi pour les lignes, notamment si A est envoyé sur une matrice B ou avec l'opération LI échangée avec LK, où K est différent de I, alors le déterminant de B, c'est moins le déterminant de A. De façon plus généralement, une permutation des lignes correspondant à une permutation sigma de leurs indices, cette opération multiplie le déterminant par la signature de sigma. De même, l'opération qui consiste à remplacer une ligne par scalaire fois une ligne, c'est-à-dire si A est envoyé sur LI envoyé sur B par LI transformé par lambda fois LI, ou lambda appartenant à K. Attention, on prend lambda différent de 0 pour que ce soit une opération. Là, on a déterminant de B égale lambda fois déterminant de A. Enfin, si A est transformé en B par l'opération élémentaire LI remplacée par LI plus lambda LK, où K est différent de I, là le déterminant est inchangé. Déterminant de A de B égale, si je veux respecter l'ordre, déterminant, c'est pareil, déterminant de B égale déterminant de A. Plus généralement, si on transforme A en B par l'opération élémentaire qui consiste à une ligne à ajouter une combinaison linéaire des autres, K différent de I ici, alors le déterminant ne change pas. Déterminant de B, c'est déterminant de grand A. Voilà pour les opérations sur les lignes. Cette fois, on passe au déterminant par bloc. J'ai rappelé ici les exemples d'utilisation que vous pouvez étudier de manipulation sur les colonnes ou sur les lignes, l'exercice 1 et l'exercice 2 du polycopier. Alors, passons au point 4.3, déterminant par bloc. La proposition est la suivante. On prend une matrice carrée, NN, telle que l'idée, c'est qu'elle se coupe en 4 blocs, dont les blocs en haut à gauche et en bas à droite sont carrés. B et D doivent être carrés dans cette décomposition. Et l'un des blocs qui est sur l'autre diagonale, soit C, soit celle-là, ça marche aussi si le 0 est là, est nul. Donc, 2 blocs diagonaux là, carrés, et un des autres blocs nuls. Avec les coefficients, ici la matrice qui commence avec la A11 jusqu'à A1P et AP1 jusqu'à APP, je l'appelle B. Elle a P ligne et P colonne. Vous voyez que si on regarde la matrice ici qui complète la partie haute de A, elle commence à A1P plus 1, A1N, AP, P plus 1 jusqu'à APN. Elle a N-P colonne et P ligne. Du coup, la matrice D qui est en bas, là, c'est une matrice N-P, N-P. Elle est carrée aussi. Elle commence à AP plus 1, P plus 1 pour aller à AP plus 1, N et à NP plus 1, A, N, N. Celle-là, c'est une 0 avec P colonne et N-P
ligne. Alors, avec ces notations, donc B est une matrice carrée PP, C est une matrice NN-P. J'allais dire, peu importe C, vous allez voir, ça ne joue pas de rôle, les coefficients de C en tout cas. Et D, c'est une matrice carrée, N-P, N-P. Autrement dit, B et D ont des déterminants. C et ce 0 peut-être pas, sauf s'ils sont carrés, mais c'est surtout les déterminants de B et D qui nous importent, puisque la propriété annonce que déterminant de A, c'est déterminant de grand B fois déterminant de grand D. J'insiste, il faut que les blocs diagonaux soient carrés et qu'un des autres blocs soit nul. Ça ne marche pas avec une matrice non nulle ici. Alors, la preuve, je vous la laisse en exercice, voir le polycopier pour une preuve complète. Je vais juste vous donner l'idée de celle-ci. On considère l'application phi qui va de k exposant p. x1, x2 jusqu'à xp, c'est des colonnes qui ont p éléments. À valeur dans k qui associe le déterminant. Alors, regardez comment je l'ai schématisé. J'ai mis des petites barres là, comme quand on faisait pour de la concaténation. Là, c'est plutôt la concaténation l'un sous l'autre. Donc, vous mettez x1 et 0 en dessous, x2 et 0 en dessous, xp avec 0 en dessous, la colonne 1 de C et la colonne 1 de D, donc C1, D1, Cn, Dn. En fait, on peut plus simplement dire que phi est l'application qui, une fois les matrices C et D sont fixées, à B associe le déterminant de B, c'est 0, en mettant la bonne taille à 0 là, et de D. L'idée est de montrer que cette application est P-linéaire et alternée. Autrement dit, elle est proportionnelle au déterminant dans la base canonique de Kp de x1 jusqu'à cette application. Alors, si on remplace x1 jusqu'à xp par les colonnes de B, on a un résultat intermédiaire que je vous écris tout de suite, et on passe à une deuxième étape que je vous décris aussi. Reprenons la preuve en rappelant que ce qui sert vraiment ici, c'est que toutes les formes P-linéaires alternées, en l'occurrence, sont proportionnelles. Alors, des considérations de ce type montrent que phi de x1 jusqu'à xp, c'est constante fois déterminant de x1 jusqu'à xp, où la constante, c'est le déterminant de la matrice où il y a identité dans le bloc en haut à gauche, C et D, là 0, je n'ai pas rappelé la taille. Alors, le déterminant de A, vous voyez que c'est phi de B1, B2 jusqu'à BP, ou B1, B2 jusqu'à BP, c'est les colonnes de B. J'ai appelé ça phi de B. C'est donc lambda fois déterminant de B. Il reste à travailler sur ce lambda-là. Alors, on emploie la forme qui a... Alors, je n'ai pas rappelé ici des x, hein. D comme colonne, si vous voulez. Là aussi, c'est x1 jusqu'à xn-p associe le déterminant C étant fixé de IP, C et D. En fait, c'est une application qui agit sur les colonnes. D'accord? Alors, on montre que cette fois-ci, un peu comme là-dessus, c'est ce lambda, ça vaut constante fois déterminant de D, où la constante, cette fois, c'est IP dans le bloc supérieur gauche et n-p dans le bloc supérieur inférieur droit. Mais cette matrice-là, là, celle-là, IP, C, 0 et n-p, c'est une matrice triangulaire. Et regardez, ces coefficients diagonaux, c'est que des 1. Donc, ce déterminant, ça vaut 1, et ça vaut déterminant de D. Donc finalement, le déterminant de A qui vaut lambda fois déterminant de B, ça fait déterminant de D fois déterminant de B, ce qui achève la preuve. Alors, on passe à un point très important. Développement d'un déterminant sous-entendu, suivant une ligne ou une colonne ou une ligne. Alors, prenons une matrice A, N, N, donc Mn de K, j'appelle A égale AIJ pour I et J variant entre 1 et N. D'abord, une définition, on appelle mineur d'indice KL de A. Alors, regardez, le déterminant de la matrice de Mn-1 de K, obtenu à partir de A en supprimant sa ligne K et sa colonne L. Je vous fais tout de suite un petit schéma, mais vous voyez que dans A, quand on supprime une ligne et une colonne, on diminue le nombre de lignes de 1 et de colonnes de 1, on passe d'une matrice carrée NN à une matrice carrée N-1, N-1. Ce mineur va jouer un rôle dans la formule du développement suivant une colonne, et suivant une ligne d'ailleurs aussi.
Je vous ai écrit ici le mineur d'indice KL. Alors regardez, hein, on recopie les coefficients de A, mais ici c'est comme s'il y avait eu un coup de ciseau là. Hop, 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 hop. Et là aussi, tac, grand trait, petit trait, grand trait, petit trait, grand trait, petit trait, grand trait, petit trait, si vous voulez. Regardez les A ici, j'ai enlevé la L-ième colonne de A, on passe de A1 L-1 à A1 L+1. J'ai enlevé aussi la K-ième ligne de A, on passe de AK-1 à AK+1. Les autres indices sont mis en cohérence. Donc vous voyez que MKL est ce qu'on appelle un déterminant d'ordre N-1. Déterminant d'ordre N-1, hein, il faut bien le comprendre. Alors la proposition qui est la suivante, pour tout J appartenant à un N, on appelle formule de développement par rapport à la J-ième colonne cette égalité. Le déterminant de A, c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N, des moins 1 exposant I plus J. Vous voyez qu'ici J est fixé, il y a AIJ, NIJ. J est fixé, et c'est quand I va passer de 1 à N, vous voyez qu'on va rencontrer les AIJ situés sur la colonne J. C'est pour ça que cette égalité s'appelle le développement suivant la développement suivant la J-ième colonne, la J-ième colonne de grand A. C'est le nom de cette proposition. Alors vous voyez que on prend A, hein, on suit l'une de ces colonnes. À chaque fois qu'on rencontre un terme AIJ, on l'écrit dans la somme, on le fait précéder de moins 1 exposant I plus J, multiplié par le déterminant obtenu en enlevant la ligne où il se trouve et la colonne où il se trouve. On fera quelques exemples et surtout des exercices. Un petit peu de vocabulaire. Le AIJ, donc c'est le coefficient IJ. MIJ, là, c'est le cofacteur IJ. Remarquez que si AIJ est à la place ligne I, colonne J, pour obtenir MIJ, il faut supprimer la ligne I et la ligne J avant de calculer le déterminant. MIJ fois moins 1 exposant I plus J s'appelle le cofacteur. Donc on peut écrire ça aussi, somme pour I égale 1 jusqu'à N des petits AIJ fois cofacteur IJ. Le POI l'appelle grand AIJ, ce cofacteur. Alors la preuve, comment on l'a fait? On reprend les notations qu'on a utilisées précédemment. Déterminant de A, c'est déterminant, alors j'ai un peu allégé la notation, dans la base canonique de K exposant N de ces colonnes. J'appelle évidemment C1, C2 jusqu'à Cn les colonnes de A. Et pour J dans un N fixé, hein, la colonne J s'écrit somme pour I égale 1 jusqu'à N des AIJ EI, où EI est le ième vecteur de la base canonique des colonnes. Hein. Ça, c'est une colonne de n objets constituée de 0 sauf un 1 qui est à la ième ligne. Je pense que cette égalité, vous commencez à y être habitué. Alors, c'est cette égalité et les propriétés du déterminant qui vont nous permettre de faire la preuve de cette propriété, de cette proposition, pardon. Bon, ainsi, avec les notations qu'on a mis en place, déterminant de A, c'est le déterminant, bon, comme d'habitude, j'écris pas sur la base canonique des colonnes C1, c'est J-1, somme pour I égale 1 jusqu'à N des AIJEI, c'est J plus 1 jusqu'à Cn. Attention, ça, c'est à la place J. Mais justement, la linéarité du déterminant par rapport à sa J-ième variable, le déterminant, il est n linéaire, et donc linéaire par rapport à chacune de ces variables, en particulier par rapport à la variable qui est située sur la place J, nous donne déterminant de A égale somme pour I égale 1 jusqu'à N des AIJ, déterminant de C1 jusqu'à CJ-1, le vecteur colonne EI placé à la place de la colonne CJ, on reprend à CJ plus 1 jusqu'à Cn. Ce déterminant-là, je l'appelle delta IJ. Alors, regardez, première étape pour calculer delta IJ, on va ramener EI en première position de colonne. Vous voyez qu'il faut faire J-1 échange de colonne. Si I c'est 2, il faut faire un échange seulement pour le ramener. Autrement dit, avec ce qu'on a vu sur les échanges, c'est moins 1 exposant J-1
fois déterminant de EI, C1, CJ-1, CJ. Alors, ce déterminant-là, je l'ai représenté. Je garde le I-1. Donc, vous voyez, en première colonne, on a EI. J'ai matérialisé ici la ième ligne de A, sauf dans cette ième ligne, il n'y a plus le coefficient d'indice J. On passe de AIJ-1 à AIJ+1. Et puis ensuite, là, qu'est-ce qu'il y a? 4 matrices, disons que j'appelle A1, A2, A3, A4, qui sont les matrices construites comment? Eh bien, justement, ici, c'est les matrices qui restent, si j'ose dire, quand on a enlevé la colonne J et aussi la ligne I de A. C'est les blocs supérieur gauche, supérieur droit, inférieur gauche et inférieur droit qui restent quand j'ai enlevé la Jème colonne, puisque là elle est remplacée par EI et EI est venu ici. Et j'ai enlevé la Ième ligne, puisque elle je l'ai écrite in extenso. Alors, comme tout à l'heure, on va remonter cette ligne-là. Tac, 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 tac. On sait qu'on peut faire des opérations élémentaires de ce type sur les lignes comme sur les colonnes. Pour faire passer cette ligne en première position, là, il faut I-1, I-1, et I-1 échange. Donc, delta IJ, ça va être -1 exposant J-1 fois -1 exposant I-1, un déterminant qui aura cette forme. Donc, un 1 ici, en haut à gauche, une ligne avec quelques coefficients, enfin presque tous les coefficients de la ligne I de l'ancienne matrice A, sauf son Jème élément, ici c'est J-1, hop, et là les 4 matrices A1, A2, A3, A4, issues des 2 coups de ciseau dans grand A, un ciseau un peu large, puisqu'il élimine toute une ligne et une colonne, en justement éliminant la ligne I et la colonne J. Alors, qu'est-ce qu'il faut remarquer? C'est que ce truc-là, les notations sont peut-être pas très bien choisies, mais vous voyez que le déterminant issu des 2 coups de ciseau supprimant, ciseau large, supprimant la ligne I et la colonne J, ça s'appelle MIJ, le mineur d'ordre IJ. Donc, bon, -1, là, ça fait -2, ça fait donc -1 exposant I plus J, le tout facteur de MIJ. En effet, le 1 ici agit comme un bloc qui est tout seul, lui, tac, un bloc de 1. Et vous voyez que notre calcul par bloc dit que le déterminant ici, c'est le déterminant de cette matrice 1, 1, tout seul, là, fois ce bloc qui est ici, et le bloc c'est MIJ. À retenir ça, quand on a un 1 tout en haut, là, le déterminant c'est le déterminant de la matrice en bas à droite. Alors, c'est gagné, puisque, regardez, déterminant de A et déterminant de grand A, donc c'est la somme pour I égale 1 jusqu'à N. D, alors, en général, on met le -1 exposant I plus J devant le AIJ, -1 exposant I plus J, AIJ, M, MIJ, M mon mineur d'ordre MIJ. C'est bien la formule attendue. Alors, bon, I plus J, il faut se dire que, il faut surtout penser à la parité ou non. -1 exposant I plus J, ça veut dire 1 quand I plus J est pair. Par exemple, quand vous avez un coefficient 1, 1 ou 3, 3, la somme va être paire et vous munissez dans ces cas-là, lors du développement, votre terme du signe plus. Par contre, quand la somme des indices colonne plus ligne est impaire, il faut mettre un signe moins au moment du développement suivant une colonne. Je donne un petit exemple en dimension 3 qu'on a déjà rencontré, et il ne restera plus qu'à adapter ça sur les lignes en utilisant le fait que le déterminant d'une matrice, c'est celui de sa transposée. Je vais donner un exemple très simple d'utilisation du développement suivant des colonnes, dans le cas d'une matrice 3-3. D'ailleurs, on avait déjà écrit ça tout au début du cours sur les déterminants 3-3. Regardez ici la première colonne constituée de x1, x2, x3, deuxième y1, y2, y3, z1, z2,
Z3. Le x1 est en position 1, 1. Et 1 plus 1, c'est pair, donc on va le faire précéder d'un plus. Quand on va rencontrer x1 muni de son mineur, il faudra mettre un plus devant. Ensuite, il faudra mettre un moins devant x2 parce qu'il est en position de 1. Une règle pratique, quand vous commencez par plus, c'est moins, plus, etc. Donc ici, vous avez plus x1 multiplié par le mineur obtenu, alors en enlevant la première ligne et la première colonne, il vient le déterminant y2, z2, y3, z3. Ensuite, vous avez moins x2 multiplié par mineur obtenu en enlevant la première colonne et la deuxième ligne, autrement dit y1, z1, y3, z3, plus x3, le tout multiplié par le déterminant y1, z1, y2, z2. Alors vous voyez qu'on peut faire ça pour toutes les colonnes. Attention à la deuxième, y1 ici est en position 1, 2. 1 plus 2 c'est 3, donc il faut mettre un moins. Moins y1 facteur du déterminant. Alors x2, z2, x3, z3. Ici j'ai mis moins, je mets plus. y2, le déterminant obtenu en enlevant la ligne 2 et la colonne 2, il vient x1, z1, x3, z3, moins y3 multiplié par le déterminant x1, z1, x2, z2. Allez, développons par rapport à la troisième colonne, si j'ai la place. À vous de le faire avec, ici vous voyez que vous avez Z1 plus Z1 facteur du déterminant. Je ne vais pas avoir la place, donc je vous laisse faire, plus Z1 facteur du déterminant X2, Y2, X3, Y3, moins Z3, Z2, pardon, facteur 2, puis là je vous laisse parce que j'ai plus la place. Ce qu'il faut comprendre, c'est la règle des signes. Donc ici, ça commence par plus. C'est toujours déterminant de A, hein, c'est le même, hein, déterminant de A égale, déterminant de A égale. Alors, le suivant, c'est moins Z2 facteur du déterminant X1, Y1, X3, Y3, et plus Z3 facteur du déterminant X1, Y1, X2, Y2. Alors, en échangeant le rôle des lignes et des colonnes, on a, alors pourquoi c'est vrai? Parce que vous savez, hein, on peut passer à la transposée, le déterminant ne change pas, faire des manipulations sur les colonnes et revenir avec à nouveau la transposée. Autrement dit, on a, et ça s'appelle le développement par rapport au suivant. La ième ligne de A. Alors, la propriété, la voilà. Tac. Remarquez qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Déterminant de A, c'est la somme. Ce qui change, en fait, c'est l'indice ici. J égale 1 jusqu'à N. À chaque fois ici, I est fixe. Et c'est J, on rencontre des A et J sur une ligne. Sinon, la formule est la même. Moins 1 exposant I plus J, A, I, J, grand M, I, J, ici petit m, I, J, où petit m, I, J, c'est le mineur I, J de A, c'est-à-dire, je vous rappelle, le déterminant obtenu en calculant, enfin, en enlevant, avant le calcul du déterminant, la ième ligne et la jième colonne de A. Alors, ben voilà, on a terminé nos propriétés qui permettent de calculer des déterminants. Si vous voulez utiliser les dernières, voir quand même l'exercice 3 et exercice 4 du poly, pour des applications un peu plus complexes que celles que j'ai faites ici, il y en aura bien sûr dans la feuille de télé. Voilà, il reste un cours sur le déterminant, qui est plutôt un cours d'application. Là, normalement, on doit être capable avec ça, et ce que l'on a appris avant, de calculer et d'utiliser un grand nombre de déterminants, quelle que soit leur taille. Voilà, à bientôt.